La police de Hong Kong a fait une descente au siège du journal pro-démocratique Apple Daily. 5 cadres supérieurs ont été saisis suite à la loi sur la sécurité nationale de la ville. Il s'agit de la deuxième descente de police en moins d'1 an. La nouvelle loi s'est également infiltrée dans le secteur cinématographique. Nous avons interrogé un producteur hollywoodien de longue date pour connaître son point de vue. Les États-Unis cherchent à apaiser les tensions avec la Russie. Le président Biden et le président Poutine se sont rencontrés en face-à-face mercredi. Mais la Chine ne semble pas apprécier ces discussions. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Avant de commencer, je vous rappelle que nous disposons d'une nouvelle chaîne YouTube sur Internet, NTD Actualité. Je vous invite à vous y abonner pour regarder les news. Un journal local de Hong Kong a subi une attaque inattendue jeudi dernier, lorsque 500 policiers ont fait une descente dans son siège. Il s'agit de la deuxième descente de police dans les locaux de l'entreprise en l'espace d'1 an. Voici les détails. La police de Hong Kong a dépêché plus de 500 agents jeudi dernier pour faire une descente au siège d'Apple Daily. Ils ont arrêté 5 des directeurs du journal en application de la loi sur la sécurité nationale de la ville adoptée par Pékin l'année dernière. Les autorités les accusent de ce qu'elles appellent collusion avec un pays étranger ou des éléments extérieurs pour mettre en danger la sécurité nationale. Cette accusation est passible d'une peine maximale de prison à vie. Le fondateur du journal, Jimmy Lai, purge déjà une peine de prison pour son rôle dans les manifestations pro-démocratiques de la ville en 2019. C'est la deuxième fois que le siège du média est perquisitionné en moins d'1 an. En août 2020, un mois seulement après l'entrée en vigueur de la loi sur la sécurité nationale, 200 policiers de Hong Kong ont, pour la première fois, pris d'assaut la salle de rédaction. Stephen Butter est le coordinateur pour l'Asie du Comité pour la protection des journalistes. Il a expliqué dans un communiqué: l'arrestation de 5 cadres du journal pro-démocratique Apple Daily, aujourd'hui, en application de la loi orwellienne sur la sécurité nationale de Hong Kong, détruit toute fiction résiduelle selon laquelle Hong Kong soutient la liberté de la presse. La dernière descente a commencé tôt le matin au nom d'une opération de recherche. Dans un communiqué de presse distinct, les autorités ont révélé que les domiciles des dirigeants avaient également été fouillés. Un responsable de la sécurité nationale a ensuite confirmé que les autorités de Hong Kong ont gelé environ 2,5 millions de dollars d'actifs provenant de 3 sociétés liées à Apple Daily. Le responsable a également abordé une série de 30 articles d'Apple Daily datant de 2019, encourageant des sanctions mondiales contre la Chine, disant qu'ils étaient liés à l'actuelle accusation de collusion. La loi sur la sécurité nationale de la ville est entrée en vigueur le 30 juin 2020. Elle n'est pas rétroactive, ce qui signifie que la loi ne s'applique pas à ce qui a été fait avant cette date. La raison pour laquelle les fonctionnaires considèrent les articles comme des preuves n'est donc pas claire. La perquisition d'Apple Daily a fait réagir la communauté internationale. Le ministre britannique des Affaires étrangères a déclaré que cette descente montre que Pékin utilise la loi sur la sécurité nationale pour cibler les voix dissidentes et non pour s'occuper de la sécurité publique. Un porte-parole de l'Union européenne a déclaré dans un communiqué que cette descente de police démontre une nouvelle fois comment la loi sur la sécurité nationale est utilisée pour étouffer la liberté des médias et la liberté d'expression à Hong Kong. Le ministre taïwanais des Affaires étrangères a fait part de sa frustration sur Twitter, déclarant « L'autoritarisme mène une guerre brutale contre le journal hongkongais Apple Daily, un symbole de la liberté à Hong Kong qui est désespérément en danger ». Il a ajouté « Les mots me manquent pour décrire ma colère et ma tristesse d'être le témoin de cette tragédie ». Les censeurs du cinéma de Hong Kong ont désormais le pouvoir d'interdire les films qu'ils considèrent comme une menace pour la sécurité nationale. Cette décision a été prise après que les autorités ont mis à jour leurs directives en matière de censure cinématographique. NTD a interrogé un producteur hollywoodien vétéran pour connaître son point de vue sur la question. Chris Fenton, un producteur de cinéma de longue date à Hollywood et ancien président de DMG Entertainment, déclare à NTD qu'il n'est pas surpris que la loi se soit emparée du secteur du divertissement. Mais il affirme qu'Hollywood ne fera pas d'efforts pour se conformer à la loi sur la sécurité nationale dans le seul but d'accéder au marché de Hong Kong. Ceci parce que ce marché n'est pas assez important. Mais il a son idée sur ce qu'Hollywood pourrait faire à la place. The national security law, as it applies to Hong Kong, is also one that can apply, obviously, to China too, mainland China. So if Hollywood is placating the Chinese Communist Party with a particular movie for the mainland China market, that's also going to work for the Hong Kong market. A lot of industries, Hollywood included, are now looking at the territory as if it's just part of the PRC itself. Et il est très possible qu'Hollywood continue de plaire au Parti communiste chinois ou PCC. Selon Fenton, malgré la position plus ferme des politiciens américains vis-à-vis de la Chine, Hollywood ne semble pas suivre le mouvement.
I mean, obviously, we're seeing Washington, D.C. on a bipartisan basis, both Democrats and Republicans start to come together on trying to push back Chinese Communist Party encroachment on American rights and American laws. But we're not seeing it from Hollywood just yet. In fact, Fenton a travaillé sur des films à succès comme Iron Man 3 et Looper. Il a également écrit un livre qui examine de près Hollywood et la Chine, intitulé Nourrir le dragon. Yeah, well, one of the things that my book does is talk about promotion of China almost as if it's a commercial, right? The way we looked at getting the Chinese government on board with supporting a movie and allowing us access to the market was how do we make China and the Chinese government look as good as possible? La complaisance d'Hollywood à l'égard de Pékin aura finalement une incidence sur ce que le public pourra voir à l'écran. Fenton nous en donne un exemple tiré de son expérience personnelle. So in the book, I talk quite a bit about two particular movies that we did it with. One was Looper, a Bruce Willis, Joseph Gordon-Levitt movie, where we actually changed the future of where that movie took place 40 years in the future from today to China. It used to be in the script, before we got a hold of it, France. And Bruce Willis, instead of marrying a French woman in the movie, he married a Chinese woman who he met in China. Le producteur révèle un détail révélateur sur la finalité des ambitions de Pékin sur Hollywood. Le PCC veut utiliser les films pour promouvoir le communisme comme la meilleure forme de gouvernement. So if you look at what they would particularly like in movies that come in from the outside, are movies that promote that idea that the Chinese Communist Party, run by Xi Jinping, is a fantastic form of government. They want the message that China has the best form of government globally. And that is what their ultimate goal is with these particular films that come from Hollywood. Mais Fenton souligne aussi un point encourageant. En effet, les consommateurs, les différents médias et les politiciens prennent conscience de ce que fait Hollywood et ils font davantage pression sur l'industrie cinématographique pour qu'elle arrête de répondre aux demandes de Pékin. Les États-Unis cherchaient à apaiser les tensions avec la Russie lors du sommet Poutine-Biden. Dans ce contexte, les deux pays traitent d'un sujet commun, la Chine. À un moment où les relations entre les États-Unis et la Russie sont au plus bas, le président américain Biden et le président russe Poutine se sont rencontrés en face-à-face mercredi dernier. La Chine a été l'un des sujets qu'ils ont abordés. Par le passé, Biden avait l'habitude de mettre en avant sa relation étroite avec le leader du Parti communiste chinois Xi Jinping. En 2013, Xi a même appelé Biden son vieil ami, mais pas cette fois. Let's get something straight. We know each other well. We're not old friends. It's just pure business. Le mois dernier, Biden a ordonné à ses assistants de trouver les origines du virus du PCC. Biden a déclaré que les États-Unis étudiaient différentes théories, dont celle de la fuite du laboratoire de Wuhan, mais il a semblé inquiet. L'administration Biden semble désormais considérer que la Chine est une puissance montante qui cherche à changer l'ordre mondial par la force. Un précédent rapport sur la sécurité nationale des États-Unis plaçait la Chine en tête de ses challengers stratégiques, la qualifiant de seul concurrent capable de lancer un défi durable. Malgré toutes les frictions entre les États-Unis et la Russie, Biden s'est exprimé sur un point important au cours du sommet, à savoir que les États-Unis sont toujours disposés à coopérer avec la Russie. I did what I came to do. Number one, identify areas of practical work our two countries can do to advance our mutual interest and also benefit the world. Les relations douces de la Russie avec la Chine masquent de profonds différends. Depuis 2020, la Chine est le premier partenaire commercial de la Russie. La Russie, quant à elle, ne figure même pas parmi les 10 premiers partenaires commerciaux de la Chine. Un journaliste a demandé à Biden pourquoi la Russie souhaitait coopérer avec les États-Unis. Il a répondu « La Russie est dans une situation très difficile en ce moment. Elle est mise à mal par la Chine ». Le sommet Biden-Poutine a duré moins de 3 heures, une durée plus courte que prévu. Les deux présidents ont décrit la réunion de façon positive. Dans une déclaration commune, ils ont affirmé que la réunion avait permis de progresser sur des objectifs communs, même dans un contexte de tension. Les États-Unis et la Russie ont également convenu de réintégrer leurs ambassadeurs. L'autorité chinoise de régulation des marchés ouvre une enquête sur le géant chinois du covoiturage Didi, et ce juste avant que l'entreprise ne s'apprête à entrer en bourse aux États-Unis. 3 personnes ayant connaissance du dossier en ont parlé à Reuters mercredi dernier. L'introduction en bourse de Didi sur le marché américain devrait être la plus importante de l'année, avec près de 100 milliards de dollars. Cela en ferait la plus grande offre chinoise aux États-Unis depuis l'introduction en bourse d'Alibaba en 2014.
L'enquête antitrust est la dernière en date d'une vaste campagne de répression contre les entreprises chinoises considérées comme des plateformes. Parmi celles-ci figurent Alibaba, la société de Jack Ma, et Tencent, la société mère de l'application de messagerie chinoise WeChat. Selon les sources, l'autorité chinoise de régulation du marché cherche à savoir si Didi a eu recours à des pratiques concurrentielles pour évincer des rivaux plus petits de manière déloyale. L'autorité de régulation examine également si le système de tarification de Didi pour le transport de personnes est suffisamment transparent. Didi a refusé de faire des commentaires et le régulateur chinois n'a pas répondu aux demandes de commentaires. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.